On n'est pas très très loin. J'ai été élu pour la première fois en 2022, réélu en 2024, et je siège au sein du groupe qui s'appelle désormais Écologiste et Social. Nous sommes 38 députés, soit dit en passant, le seul groupe paritaire à l'Assemblée nationale, où les femmes étaient même majoritaires sur la mandature précédente. Donc je vais vous parler, puisque c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé ces dernières semaines, d'eau, de qualité de l'eau. Je ne vais pas forcément vous remonter le moral, mais je pense que vous avez déjà une petite idée des tenants et des aboutissants. On va se dire les choses très vite, puisque souvent on dit que l'eau, parmi tout ce que nous avons l'occasion de consommer, est ce qui est le plus contrôlé, et c'est vrai. Ça a aussi une valeur symbolique, c'est pour ça qu'on s'y attache de cette manière-là. Mais clairement, si vous voulez ne plus être exposé aux pesticides, je vous conseillerais deux choses. Évidemment, de manger bio pour commencer, d'arrêter de respirer. Et accessoirement, l'eau, ce serait un moindre mal, puisque finalement, ça ne représente que 5 à 10% de notre exposition aux pesticides. Donc c'est toujours bien de rappeler cet élément-là. Sinon, c'est vraiment l'air. Est-ce que nous mangeons les deux problèmes principaux? Mais encore une fois, l'eau, on a l'impression qu'on peut avoir la main dessus et qu'il est possible d'agir. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle généralement le bien commun. J'ouvre, je referme les guillemets, on en parlera tout à l'heure, puisque ça, c'est jusqu'à un certain point remis en cause en ce moment. Vous dire aussi d'où vient mon intérêt pour le sujet. Moi, j'ai été élu, je suis toujours élu, je suis toujours conseiller municipal, j'étais maire de la commune de Saffray, où nous avons fait partie des toutes premières communes, je crois, de Loire-Atlantique à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, vous savez, sur les espaces publics, ce qui est devenu ensuite la loi Labbé, qui a pris un petit peu de temps. Et puis, nous avons aussi une nappe phréatique, donc un captage Grenelle. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de tout, en tout cas, les captages Grenelle, c'est ceux qui, aux alentours de 2009, ont été définis comme prioritaires. Prioritaires parce qu'ils étaient les plus vulnérables. Et pas très très loin de chez moi, il y a aussi la nappe de Nord-sur-Eure, dont on parle de temps en temps, et qui est aussi un captage Grenelle. Et donc, dans ma commune, j'ai pu assister à de longues négociations pour aboutir à une charte qui avait été portée notamment par Atlantico. Je pense que vous connaissez tous Atlantico, donc, qui assure la production, distribution d'eau potable pour 40% des habitants de la Loire-Atlantique, on va dire en dehors des agglomérations, où là c'est l'eau qui provient de la Loire. Là on est plutôt sur des nappes profondes. Donc Atlantico avait proposé de faire ce qu'il conviendrait de faire partout en France et le plus rapidement possible, c'est-à-dire à l'échelle du bassin versant. Tout le monde voit bien ce que c'est qu'un bassin versant, c'est-à-dire chaque goutte d'eau qui tombe à un endroit finit par arriver finalement dans le captage. Donc une charte zéro phyto. Donc encore une fois, ça va tout à fait dans le sens de l'histoire. Alors cette charte a été signée. Je vais juste vous dire quelques petits souvenirs au passage. Elle s'appelle plus Charte Zéro Phyto, c'était son premier nom. Aujourd'hui, elle s'appelle la Charte Tous Innov Acteurs, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ça a été à la demande clairement de la Chambre d'agriculture. Et vous savez, vous avez entendu parler de ce que Donald Trump fait aux États-Unis, les mots qui sont désormais interdits et on nie les réalités. Et bien là, figurez-vous que dans cette charte, il y a eu un exercice de style assez incroyable parce qu'on a réussi à enlever le mot phytosanitaire de la première à la dernière page. Et ça, c'était une demande sine qua non de la Chambre d'agriculture. Bon, c'était juste pour la petite histoire, néanmoins, ça a quand même été signé. Mais ce qui est un peu moins réjouissant, c'est que c'est à l'horizon 2040. Et 2040, c'est évidemment loin. Voilà, donc au niveau national, je vais commencer peut-être par faire un petit constat sur la question de la qualité de l'eau. Officiellement, encore une fois, l'eau qui est distribuée est conforme. Bon, ça c'est la première bonne nouvelle, puisque il y a des mesures qui sont faites par rapport aux produits
aux molécules que l'on retrouve dans l'eau. Et il y a un seuil qui est à 0,1 microgramme, donc on considère que lorsqu'on est en dessous, ça va. Sauf que l'année dernière, enfin c'était même l'année d'avant, en 2023, il y a à peu près 17 millions de Français qui ont bu une eau qui dépassait justement ces fameux seuils. Et sur ces 17 millions, il y en a un peu plus de 11 millions qui ont consommé cette eau donc qui dépassait les seuils pendant plus de 30 jours. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre chiffre ou élément sans trop vous abreuver? Il y a des directives européennes qui sont transposées dans le droit français depuis très très longtemps. La dernière marquante, on va dire, date de l'an 2000, avec des objectifs qui sont fixés, avec des objectifs de qualité de l'eau. Et de manière très étonnante, à chaque fois, on repousse la date, puisque là, par exemple, pour les masses d'eau en Europe, c'était 2015, ça a été repoussé en 2027, et je peux vous garantir qu'en 2027, ça n'ira pas mieux et qu'on se redonnera encore. Donc, en fait, on ne fait que toujours repousser les objectifs et finalement faire avec le problème au lieu d'essayer de le régler. Et de fait, si on regarde un petit peu en arrière, sur les 40 dernières années, on a fermé en France 14 288 captages d'alimentation en eau potable. C'est énorme. Alors, ce n'est pas toujours à cause des polluants qu'on y trouve, puisque parfois, c'est parce que la ressource n'est plus suffisante. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, évidemment, avec le dérèglement climatique et la multiplication des sécheresses, ce sera un vrai enjeu. Parfois, ça peut être aussi des pollutions bactériologiques différentes, mais n'empêche que sur ces presque 15 000 captages qui ont fermé, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un tiers, c'est pour des raisons de qualité. Et là encore, je vais essayer de vous donner des exemples locaux, parce que ça parle plus que des longs chiffres et des grandes statistiques. Missillac, il n'y a pas très très longtemps, donc au nord du département, on a cherché une molécule, c'est le métabolite du DMS, et on s'est rendu compte que c'était un niveau 26 fois supérieur à la norme. Donc le captage a été fermé du jour au lendemain, terminé. Donc plus personne ne boira cette eau qui provenait du captage de Missillac. Donc ça fait partie des 14 288. Et des captages aujourd'hui en France, pour que vous ayez une petite idée aussi de l'échelle entre ces 15 000 que je viens d'évoquer, nous en avons 33 000, presque autant que de communes finalement. Donc vous voyez que c'est beaucoup, et au regard de ce qui s'est passé, c'est peu. On a quand même une ressource qui est fragile, et on sait que la qualité de l'eau est un enjeu majeur. Comment on a fonctionné depuis des décennies maintenant, puisque la première loi marquante, on va dire, sur l'eau, c'est il y a un peu plus de 60 ans maintenant, c'était en 1964, avec la création des agences de l'eau. Donc ensuite, il y a eu un certain nombre d'épisodes, je vais vous la faire courte. La dernière en date était le plan rose du président de la République. La prochaine sera peut-être la conférence sur l'eau qui avait été annoncée par Michel Barnier, reprise par François Bayrou, mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans ses priorités, mais logiquement ça va arriver. Donc sur tout ce temps-là, le principe, ça a été des actions volontaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'obligation, il n'y a pas eu de coercition. On s'est dit qu'on comptait sur la bonne volonté des uns et des autres, donc du monde agricole, et que pour limiter les pesticides, on mettait des plans d'action, et en se fixant là encore des objectifs de réduction. Donc ils sont venus par là-dessus les fameux plans éco-phyto que vous connaissez, 1, 2, 2030. Mais malheureusement, ça n'a pas entraîné les résultats escomptés. Il n'y a pas très très longtemps, j'étais au ministère de la Transition écologique, et on nous expliquait que sur les fameux captages prioritaires,
c'est-à-dire les plus vulnérables. Hein. Donc après ceux du Grenelle, il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés. Donc on va dire aujourd'hui environ 1400 captages. Ceux qui sont sortis d'affaires, c'est moins d'une dizaine. Donc ça, vous voyez, malgré... Parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie, hein. Vous savez que beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour faire en sorte que tout ça ait lieu. Donc on va dire que dans le meilleur des cas, la situation est restée à peu près aux limites, voire s'est dégradée, mais on a observé peu d'évolutions favorables. Et je crains qu'on ne soit pas beaucoup plus ambitieux dans les mois et les années qui viennent, sauf surprise. Donc, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais après on laissera plutôt sur... j'essaierai de répondre à vos questions, on partira sur l'interaction. Donc une fois qu'on a fait un peu ce constat qui est relativement préoccupant, on se dit que il serait temps d'agir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Elisabeth Borne, lorsqu'elle était première ministre, avait commandé un rapport interministériel, c'est-à-dire il y a 3 inspections générales qui relevaient du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Santé, qui ont enquêté spécifiquement sur cette question justement de la préservation de la ressource en eau par rapport aux pesticides. Le résultat, je vous invite vraiment à lire ce rapport qui est absolument passionnant. Alors c'est plus gros qu'un annuaire, pour ceux qui se rappellent ce que c'était qu'un annuaire, largement, mais il y a aussi une synthèse qui fait 72 pages, je crois, qui est vraiment extrêmement accessible. Donc je pense que si vous cherchez un rapport interministériel aux pesticides, c'est sorti fin 2024. Quand je dis c'est sorti, c'est parce que c'est un média, Contexte, en l'occurrence, qui l'a fait fuiter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait sinon toujours caché dans un des placards de Matignon et que ce serait resté prendre la poussière pendant des années et des années. Parce que, pour faire très très court, qu'est-ce que dit ce rapport extrêmement, encore une fois, précis, documenté? Il fait le constat d'un échec global. Ce sont les termes qui sont utilisés. Encore une fois, c'est pas un constat dogmatique, c'est pas les écolos qui essayent de vous faire peur. C'est ce rapport interministériel qui dit échec global à préserver l'eau potable des pesticides. Et évidemment, qui ne se contente pas de dire ça, qui fait un certain nombre de préconisations pour que la situation évolue. Moi, juste avant que ce rapport fuite, j'avais déposé une proposition de loi, c'était au mois d'octobre dernier, dont le titre, alors je vous en ai amené quelques exemplaires si vous les voulez, alors des fois c'est pas toujours passionnant les propositions de loi, mais il y a ce qu'on appelle au début un exposé des motifs qui reprend un petit peu, qui balaye, on va dire, la situation, le sujet qui peut être intéressant si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, cette proposition de loi a été reprise dans le cadre de la niche du groupe écologiste et social. Vous voyez ce que c'est, les niches? Donc, parce qu'en fait, quand on est parlementaire, on peut déposer une proposition de loi tous les 4 matins, ça c'est pas un problème, c'est pas très compliqué. Par contre, de là à ce qu'elle puisse être étudiée en séance, c'est une autre paire de manches. On n'a que 2 possibilités. La première, c'est effectivement les journées d'initiative parlementaire, une fois par an de 9h à minuit. Ou alors, c'est ce qu'on appelle les semaines de l'Assemblée sur des textes transpartisans. Alors, on pourrait dire que la question de la qualité de l'eau dépasse les clivages politiques et que tout le monde devrait s'en emparer. Malheureusement, on sait que derrière, il y a des pressions, il y a des lobbies, il y a des enjeux politiques, et c'est loin d'être le cas. Donc la proposition de loi faisait partie d'une trentaine qu'il y avait au tout début dans mon groupe, puisque c'est tout à fait normal, hein. Chacune de mes collègues députés avait des choses à proposer. Elle a fait partie des 8 dernières retenues pour figurer dans la niche. Elle était en 4e position, ce qui était plutôt pas mal, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de l'étudier avant minuit.
tout simplement parce qu'on a passé toute la matinée, 4 heures, sur le texte de mon collègue Nicolas Thierry sur les PFAS, sur les polluants éternels. Et ça, c'était important parce que c'était la dernière étape. Donc maintenant, ça y est, la loi est passée, et ça, c'était vraiment extrêmement important pour nous de finir ce cycle qui avait commencé l'année précédente. Et ensuite, on a passé la majorité de la journée sur la taxe Zuckman. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, qui consiste à taxer le patrimoine de ceux qui ont plus de 100 millions d'euros en France. Mais il y avait des collègues qui trouvaient que c'était confiscatoire de leur prendre 2% et qu'on allait faire fuir les riches, etc. Donc qui ont passé à peu près toute la journée à faire de l'obstruction pour s'y opposer. Finalement, ça a été voté, mais du coup, vous comprenez bien qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la proposition de loi. Alors, je vais essayer de vous résumer les principaux enjeux qu'il y avait à l'intérieur. Je disais qu'il était important que d'abord nous puissions délimiter partout en France des aires d'alimentation de captage. Encore une fois, c'est à l'échelle du bassin versant, donc ça, c'est vraiment l'échelon le plus adapté, le plus cohérent. Si on veut s'occuper de la qualité de l'eau, on peut faire plein de petits cercles et plein de petits... mais si vraiment on veut être sûr que les polluants ne finissent pas dans la nappe phréatique, il faut avoir cette échelle-là. Et évidemment, une fois qu'on délimite, l'idée c'était de mettre en place des plans d'action et de les appliquer. Parce que je reviens au fameux captage Grenelle, donc 2009, donc vous pouvez compter depuis combien de temps. Les autres captages prioritaires de la conférence environnementale, c'était vers 2013, je crois. Figurez-vous que sur tous ces captages où on s'était dit, le gouvernement, et là encore une fois, c'était vraiment en prenant la mesure de l'urgence, le gouvernement avait dit à ce moment-là, voilà les captages les plus vulnérables, ceux qui sont vraiment aux limites, et si on continue, on risque de ne plus pouvoir distribuer une eau potable, il faut faire quelque chose. Sur tout cela, aujourd'hui, il y en a encore 40% qui n'ont pas de plan d'action en place. Vous vous rendez compte, on a perdu 15 ans, encore une fois. Donc la délimitation et le plan d'action sont deux choses qui semblaient indispensables. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on disait que sur tous les captages sensibles, justement, tous les plus vulnérables, dans l'idéal, il faudra le faire partout en France, ce sera encore mieux, mais en tout cas, sur ceux qui sont les plus vulnérables, qu'est-ce qu'on fait? On interdit l'utilisation des produits phytosanitaires. Puisque on dépense des sommes folles aujourd'hui, et ça coûte de plus en plus cher, je vais pouvoir vous donner des exemples à dépolluer, et encore, on ne dépollue que par rapport à ce qu'on cherche. C'est-à-dire, lorsqu'on sait exactement quelle molécule rechercher, on est loin du compte. Donc la meilleure des choses, ce serait peut-être de régler le problème à la source, si j'ose dire, c'est-à-dire d'éviter de mettre des pesticides dans les masses d'eau qui ensuite devront être dépollués pour arriver jusqu'à votre robinet. Donc ça, c'était les premiers points. Il y avait aussi un article qui demandait à ce que l'on mette en place une liste socle partout en France. C'est-à-dire que bizarrement, d'un département à un autre, on ne cherche pas forcément ni les mêmes molécules. Ça peut s'expliquer, on peut dire qu'il y a des circonstances locales, mais surtout c'est le nombre qui est assez incroyable. Ça peut aller de plusieurs centaines à quelques dizaines d'un département à un autre, et il y a des molécules sur lesquelles on sait pertinemment qu'elles sont présentes sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'était aussi une des préconisations qui est arrivée après dans le fameux rapport que j'évoquais tout à l'heure. Donc on fait une liste socle, on se dit que ces molécules-là, partout en France, les ARS ont mission de les chercher dans l'eau potable, et donc les consommateurs puissent savoir ce qu'il en est, et puis on ajoute à cette liste évidemment les spécificités, si vous êtes dans une région viticole, si vous êtes dans une région de grande culture, si vous êtes dans une région de maraîchage, etc. Il y avait aussi d'autres mesures qui, elles, concernaient le principe pollueur-payeur. Je revoyais ce matin, à ma grande stupéfaction, que ce principe, alors peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent par cœur, moi je crois que j'ai vu ça, que ça datait de 1972, son inscription, j'ai vu ça tout à l'heure, je vais le retrouver, peut-être pas perdre de temps. Eh bien, par rapport à cette histoire
on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Je vais vous donner... alors on sait que dans l'eau, là pour l'instant, vous avez bien compris que mon angle, moi c'est surtout les pesticides, mais il n'y a pas que ça. Alors on va commencer par les autres, parce que souvent ce que disent les agriculteurs, c'est voilà, c'est de l'agribashing, vous voulez nous faire porter toute la responsabilité, regardez donc ce qui sort des stations d'épuration, regardez les molécules de dégradation de l'orpaille, et puis regardez l'industrie, etc. Alors certes, c'est vrai, mais on ne peut pas pour autant se dédouaner de la responsabilité tout à fait directe de l'agriculture productiviste et intensive. Donc en ce qui concerne le principe pollueur-payeur, je vais vous rassurer, ou pas, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'au niveau de l'Europe, ça y est, on a enfin pris des décisions qui s'imposaient. Donc l'industrie pharmaceutique, on sait qu'il y a aussi évidemment des résidus de médicaments dans l'eau. Hein. Donc l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique aussi, va devoir assumer le coût de la dépollution à hauteur de 80%. Donc c'est formidable, c'est une belle avancée. Alors vous comprenez bien, parce que je vous ai fait un petit peu, qu'il y a un hic dans l'histoire. À partir de 2045. Donc d'ici là, il peut y en avoir des nouveaux exécutifs, des nouveaux contextes politiques. Donc vous voyez, encore une fois, c'est une ambition qui est très lointaine. Et si je reviens à la France et aux pesticides, aujourd'hui la taxe sur les produits phytosanitaires représente la somme incroyable et phénoménale de 4 millions d'euros. Alors qu'on estime que pour grosso modo d'1 milliard tous les ans. Et si on voulait aller jusqu'au bout du bout dans le contexte qu'on connaît avec les PFAS, qu'on va commencer à chercher dans l'eau à partir de 2026, donc avec ces nouveaux polluants, le Cercle français de l'eau, qui est présidé par Thierry Burlot, estime qu'il faudrait 5 milliards par an. Vous voyez les 4 millions que payent les Bayer, Syngenta, etc., c'est quand même ridicule. C'est 0,9% de leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez à quel point, là encore... et puis l'autre mécanisme qui permettait d'une certaine manière de faire appliquer ce principe pollueur-payeur, c'est ce qu'on appelle la redevance pour pollution diffuse. Donc là, c'est concrètement sur ce qu'achètent les agriculteurs qui vont s'en servir. Donc c'est un montant de mémoire qui doit être aux alentours de 180 millions d'euros par an, donc on est encore loin du compte. Et même le gouvernement s'était rendu compte qu'il allait peut-être falloir faire des efforts et augmenter un petit peu ce montant. Donc en 2024, ils avaient prévu de l'augmenter de 20%. Bon, c'était déjà mieux que rien. Arrive là-dessus la crise agricole, je vous le donne en mille, les deux premières mesures qui ont été vite fait écartées, l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse, numéro 1, numéro 2, éco-phyto. Bon, les deux ont un petit peu le même but. Et peut-être que je vous parlerai à la fin de la proposition de loi du sénateur Duplon qui va bientôt arriver à l'Assemblée nationale et qui n'est guère réjouissante. Donc voilà un petit peu les principaux axes sur lesquels il faudrait agir. Donc on va se dire qu'entre nous, on pourrait se dire que c'est la voie à prendre, mais tout le monde n'est pas du même avis. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les lobbies et les syndicats agricoles, FNSEA, JA, auxquels on peut ajouter la coordination rurale, évidemment, sont farouchement contre, puisqu'ils ont même réussi à faire inscrire récemment dans la loi leur mantra, c'est-à-dire pas d'interdiction sans solution, qui est en fait la meilleure manière de se dire qu'il n'y a rien de mieux que le statu quo, qu'il ne faut surtout pas chercher de solution, parce que c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Et pourtant c'est nécessaire parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ah oui, je pourrais aussi vous parler du flufénacet. Pour vous donner encore un exemple, le flufénacet, c'est un herbicide. C'est un herbicide qui est très utilisé. Il fait partie des 10 plus utilisés en France. Il se dégrade en un métabolite qui s'appelle le TFA. Alors je pense que si vous lisez un petit peu, il y a eu des articles dans Ouest France sur la Loire-Atlantique, il y en a eu d'autres dans le monde, un petit peu partout, et cette année on va beaucoup parler
On va beaucoup parler de TFA forcément, parce qu'il est présent quasiment partout. Alors, ce fameux flufénacet, donc, qui vient d'être interdit. Mais c'est tout récent, hein, c'est l'histoire de quelques jours. Au mois de septembre de l'année dernière, l'EFSA, l'agence européenne, avait reconnu que clairement c'était un perturbateur endocrinien, reproducteur toxique, enfin toxique pour la reproduction, etc. Bon. Donc il était grand temps de faire quelque chose. Si je fais juste un petit retour en arrière, ce fameux flufénacet, son autorisation de mise sur le marché expirait en décembre 2013. Depuis, il a été prolongé d'année en année dans l'attente qu'on mène qu'on puisse mener les études nécessaires pour définir sa toxicité. Vous voyez le temps que ça prend. Et ça, c'est toujours vrai. Et comment on peut imaginer que entre 2013 et aujourd'hui, évidemment, on va commencer par finir d'écouler les stocks et évidemment, l'agriculture productiviste est vent debout et Bayer est déjà en train de chercher un substitut. C'est un peu comme avec la lutte contre le dopage. Ils vont nous proposer bientôt un autre produit qui ne sera pas le flufénacet, mais qui sera sans doute guère mieux pour l'environnement et pour la santé. Et c'est toujours la même chose parce que les dernières molécules dont on a entendu parler en Loire-Atlantique, le chlorothalonil, je pense que vous avez aussi entendu ce nom-là, puisqu'en 2023 on s'est rendu compte de l'ampleur de la contamination de nos eaux en Loire-Atlantique, les amétolachlores. Là encore, les premières alertes étaient 15 ans avant l'interdiction. Le chlorothalonil est interdit depuis 2020. Je pense qu'il y a eu des alertes de l'Union européenne dès le milieu des années 2000 en disant attention, il peut y avoir des effets toxiques à la fois pour l'environnement et sur la santé. Donc à chaque fois on attend et on n'a plus le luxe ou la possibilité d'attendre beaucoup plus. Donc voilà, la proposition de loi, vous l'avez bien compris, pour l'instant, n'a pas pu aboutir. Alors elle pourra être reprise à un moment ou à un autre. J'espère qu'on pourra y arriver. Mais on ne peut pas être que dans cette attente. On ne peut pas être que dans cette attente puisqu'on voit qu'il y a des freins très très forts. Moi, il y a des députés, je ne vais pas le citer, mais un député d'Ensemble pour la République, donc macroniste, qui m'a dit mais Jean-Claude, comment tu peux imaginer qu'on puisse discuter d'une interdiction des pesticides une semaine avant le salon de l'agriculture? Bon, c'est pas une grande surprise, mais ça en dit long. Donc la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, va bientôt annoncer sa feuille de route. Donc je pense qu'elle va nous dire que c'est très ambitieux, que c'est formidable, que cette fois-ci on va y arriver, qu'on va se donner des objectifs, mais je peux vous garantir qu'il n'y aura pas la moindre mesure d'interdiction de quoi que ce soit et qu'on restera toujours sur cette histoire de volontarisme. Parce qu'il y a un nouveau dispositif, là encore, qui existe depuis des années, mais dont on commence à s'emparer maintenant, qui s'appelle ZSCE, c'est les zones soumises à contraintes environnementales. Donc aujourd'hui, on nous dit, c'est ça la solution. C'est ça la solution, ça va tout régler. Donc il y en a eu une mise en place, par exemple, à Nord-sur-Erdre, en fin d'année dernière. Alors, qu'est-ce que disent les zones soumises, qu'est-ce que disent ces fameux arrêtés ZSCE qui sont mis en place par les préfets? Eh bien, on met en place des actions volontaires. Vous voyez à quel point c'est révolutionnaire. Hein. Les préfets auraient pu dire obligatoire. Il n'y a pas un seul endroit en France, pas un seul où ça a été le cas. On reste. Donc, on va mettre en place des actions volontaires pendant une durée de 3 ans. Si jamais, par malheur, au bout de 3 ans, on finit par se rendre compte qu'on en est toujours au même stade, à ce moment-là, l'autorité pourrait, je vous jure, c'est mieux conditionnel dans le texte, pourrait mettre en place des mesures obligatoires. Donc vous voyez, là on va perdre encore 3 ans, dans 3 ans on va voir, et éventuellement, peut-être avec un petit peu de chance, on va passer à la vitesse supérieure. Je crois qu'on n'a plus ce luxe-là, parce que demain, il y a quand même un certain nombre d'enjeux, et il y a des enjeux pour la santé. Je ne vais
vais vous faire la liste, hein, je pense que vous savez à peu près comme moi, ou peut-être qu'on fera un focus là-dessus tout à l'heure si vous voulez. Il y a des enjeux évidemment pour les collectivités qui accessoirement ont la compétence et qui ont l'obligation de distribuer une eau conforme aux habitants de leur territoire. Les collectivités, demain, elles vont se retrouver face à ce qu'on appelle généralement un mur d'investissement. Je vous disais tout à l'heure, Thierry Burlot, il disait 5 milliards par an pour justement être capable de faire face. Je reviens pour des exemples concrets. Le chlorothalonil Nord-sur-Erdre, Atlantico, démarche volontariste, a dit on veut absolument que ça reste en dessous de 0,1, etc. Pour cette seule molécule, pour être sûr de la garder en dessous de 0,1 microgramme, c'est un surcoût de 1,7 million par an. Juste pour cette molécule-là. À Nord-sur-Erdre, un exemple encore une fois pas très loin d'ici et juste à côté de chez moi, au mois de décembre, on aurait dû inaugurer une usine de production d'eau potable flambant neuve, qui a coûté 6,5 millions d'euros. Comme Atlantico a fait des recherches un peu préventives, sans attendre les obligations nationales, ils ont cherché est-ce qu'il n'y avait pas quelques autres molécules dans l'eau en dehors de celles qui étaient déjà bien identifiées. Un manque de chance, le TFA est bien présent, le 1,4 dioxane, qui lui est un polluant d'origine industrielle, est présent aussi, et on ne sait pas les traiter. Vous voyez, quand je parle de l'enjeu pour les collectivités, là on vient de dépenser 6,5 millions, et on aura une eau qui sera certes conforme aux normes existantes aujourd'hui, mais dont on sait déjà que on sera démuni face au moins à ces deux molécules. Donc ça illustre ce à quoi on va être confronté demain. Et pour les fameux polluants éternels qui portent malheureusement très bien leur nom, alors il y a le technosolutionnisme qui est vendu par les grands groupes que vous connaissez, hein, les Veolia et consorts. Donc il y a la CEDIF à Paris qui a peut-être trouvé la solution. Donc ils vont faire une usine de production d'eau qui va éliminer les PFAS. Ça coûte 1 milliard. Donc je pense que les territoires ruraux, je pense que dans beaucoup d'endroits en France, on ne pourra pas mettre cet argent-là, et encore une fois, et on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça pose aussi beaucoup de questions énergétiques, environnementales, etc., sur la technique qui sera utilisée. Donc je disais, problème demain pour la santé, c'est déjà le cas, sauf qu'on n'arrive pas à faire de lien direct, mais bon, on a quand même eu un cluster à Sainte-Pazanne, puis je pense que vous entendrez parler bientôt d'un autre cluster en Loire-Atlantique, un peu plus au nord. Donc enjeu pour les collectivités, enjeu pour les usagers, parce que finalement quand on dit l'eau paye l'eau, non, c'est vous et moi, ce sont les usagers qui aujourd'hui, vous avez bien compris, hein, quand je parlais de pollueur-payeur, aujourd'hui ceux qui payent le coût de la dépollution, c'est votre redevance, c'est la facture d'eau. La facture d'eau, elle est déjà en train d'augmenter. Michael Lerangeon, ami et collègue, donc vice-président d'Atlantico, lui estime que le prix de l'eau pourrait doubler dans les années qui viennent. Donc, les usagers. Et puis, je dirais que, in fine, c'est aussi un problème majeur pour l'agriculture. Je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs en sont conscients, d'autres refusent de voir la réalité en face, mais les enjeux de l'eau et notamment de la qualité, à un moment, vont devenir un enjeu majeur. Hein, je crois que ça va être des temps difficiles. Et aujourd'hui, le fait de continuer comme si de rien n'était, sans tenir compte justement des alertes, y compris au plus haut niveau de l'État, pose quand même question. Donc je ne vous ai pas tout dit, mais je pourrais continuer pendant des heures, donc je vais peut-être m'en tenir là et puis passer à la partie échange, si vous voulez, parce que oui, donc c'était juste ça, c'était faire un topo un petit peu global, vous parler de la proposition de loi, et puis, si j'ai juste oublié une dernière chose, quand même, comment on fait, parce que sinon on n'a plus qu'à rentrer déprimés les uns les autres. Donc, et je ne vous ai pas parlé du sénateur Duplomb, mais là, si vraiment vous voulez que je vous plombe la journée, je peux vous parler de ce qu'il y a dans sa proposition de loi, donc on va en parler tout à l'heure, je l'ai amené ici
pas en parler. Disons que c'est open bar pour les réintroduction des néonicotinoïdes, open bar pour les pesticides, les zones humides on s'en fout, on développe l'élevage industriel plus. Bon voilà. Donc on va tout faire, je vous garantis, on est déjà mobilisé avec mes collègues à l'Assemblée nationale pour que ça n'arrive pas. Donc les raisons d'espérer. Donc aujourd'hui, il y a un rapport de force qui nous est très défavorable. Moi j'ai l'impression que la FNSEA et les JA maintenant ont une ligne directe avec le ministère de l'Agriculture. J'ai encore jamais vu ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas fini de demander que Annie Genevard exauce déjà leurs vœux. C'est assez inquiétant, mais c'est une réalité. Donc voilà, ils arrivent à faire passer dans la loi justement pas d'interdiction sans solution, à faire voter les doigts dans le nez, puisque j'y étais, mais vraiment sans que personne ne voit problème, l'épandage par drone de pesticides, en disant oui, mais c'est juste là où il y a 40% de pente, etc. C'est dans des cas très particuliers. Vous savez qu'une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, que tout le monde aura investi, aura ses drones, je peux vous garantir que on en trouvera un petit peu partout. La loi d'orientation agricole avait des mesures épouvantables. D'ailleurs, un tiers a été retoqué par le Conseil, un tiers des articles retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, là, on fonce, on ne se demande même pas si ça respecte le code de l'environnement, le code de la santé publique. On y va. Donc ça, c'est le rapport de force. Qu'est-ce qu'on doit mettre en face? Moi, je suis convaincu que ça viendra des collectivités, que ça viendra des élus et que ça viendra de la mobilisation citoyenne. Et par rapport aux sages-vilaines, on a déjà vu une mobilisation il n'y a pas très longtemps à Redon. Hein, j'y étais présent, il y avait plus de 2000 personnes et c'était quand même une réaction. Au niveau des élus, on a réussi avec notamment ma collègue Chloé Girardot-Moitié, qui est vice-présidente au département, avec Mickaël Derangeon, avec quelques autres, à constituer un petit groupe. Il y a plus de 2 ans, on en a bavé, mais aujourd'hui, notre manifeste a été signé par des centaines d'élus, de gauche, de droite. Et ça change vraiment la donne. Par exemple, au conseil départemental, le manifeste a été voté aussi bien par la majorité que par l'opposition. Et là, toutes les semaines, il y a un nouveau conseil municipal qui met ce manifeste à l'ordre du jour, qu'il vote à l'unanimité. Ça a été vrai à Trignac, ça a été à Safré, bon là c'était un petit peu plus facile. Ça s'est fait à Châteaubriand, ça c'était moins écrit, à Saint-Brévin, Redon va s'en emparer très bientôt, etc. Et ça inquiète justement FNSEA qui m'a adressé un courrier qui parlait d'une ambition fanatique, etc. Mais ça veut dire que ça commence à les inquiéter, parce que quand cette démarche-là, qui au niveau, vous avez peut-être lu quelques articles à ce sujet dans la presse, puisque ça a été pas mal repris, quand cette démarche va continuer, et que ce sont les élus, encore une fois, qui ont la compétence eau et assainissement, qui vont dire maintenant ça suffit, nous demain on ne pourra plus, donc là il va falloir trouver des moyens de protéger nos aires d'alimentation de captage, parce que demain, sinon on sait comment ça va finir. Ça va peut-être enfin porter, et on aura, je pense, ce moyen de faire pression tout à fait directement. Et la démarche qu'on a initiée chez nous, donc dans le 44, elle commence déjà à faire des émules, donc chez nos voisins d'Ille-et-Vilaine, du côté de Tours, en Charente, etc. Je sais que beaucoup nous sollicitent en disant mais voilà, comment vous avez fait, comment on peut faire pour y parvenir à notre tour. Donc il faut vraiment maintenant qu'on arrive à imposer ce nouveau rapport de force, à faire en sorte que ceux qui ont la responsabilité de l'eau puissent dire à l'État que vous êtes bien gentil, mais on a besoin que vous agissiez enfin. Ça peut être aussi des démarches au pénal. Haute-Paris, que je cite souvent en exemple, a attaqué au pénal, donc par rapport aux pollutions au PFAS, les industriels. Donc on va voir ce que va donner cette démarche en disant ce n'est pas à l'usager d'assumer la dépollution, puisque là pour les PFAS c'est pareil, pour l'instant ça ne leur coûte pas grand-chose. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et maintenant, je peux répondre à vos questions, ou vous pouvez commenter, échanger. Je ne suis pas obligé de répondre. Vous pouvez aussi simplement prolonger ou commenter.
On a d'autres micros, je sais pas celui-là. Merci Jean-Claude pour tous ces éclairages assez pessimistes, quand même, malgré tout. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépense énormément d'argent pour traiter les conséquences de mauvaises pratiques, que ce soit sur l'eau ou sur énormément de domaines écologiques. Et quand est-ce qu'on va réellement dépenser de l'argent pour traiter les causes réelles de ces dérèglements? Et ma deuxième question, c'est, moi je suis citoyen, alors j'entends la mobilisation, mais la mobilisation, on a vu jusqu'à quel point elle pouvait être inefficace, notamment on l'a vu sur la réforme des retraites, où il y a eu énormément de mobilisation et que finalement les lois sont passées. Comment moi, citoyen, je peux contribuer à faire changer les choses, notamment sur l'eau? Je suis consommateur, je ne peux pas la boycotter, c'est impossible. Je ne peux pas boycotter l'eau du robinet, je ne peux pas déplacer ma consommation d'eau du robinet vers une consommation d'eau, même de source, mais industrielle. Donc comment est-ce qu'on peut agir en fait sur tous ces leviers? Parce que je vois qu'aujourd'hui l'arsenal législatif que vous défendez est de plus en plus complexe à mettre en œuvre. Donc quels sont réellement les leviers d'action en tant que citoyen on peut arriver à mettre en œuvre? Et même, j'avais un peu la même question du point de vue des enfants, et parce qu'il y a des éco-délégués dans les écoles et dans les collèges. On a 3 enfants ici au moins. Mais je suis comédienne, alors parfois j'ai pas besoin de micro. Mais voilà, j'avais posé cette question. On l'a pas entendu. Si les enfants, il y a des enfants dans les écoles et les collèges qui sont éco-délégués. C'est un nouveau truc depuis quelques années. Et en tant que citoyen lambda, comme nous tous, un citoyen, ça commence dès que c'est né. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est de petit jusqu'à très grand? Alors, merci beaucoup. Je vais mettre là pour pas tirer trop sur le fil. Oui, j'ai oublié de lire, effectivement, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, finalement, si l'eau du robinet est polluée, on va qu'à acheter de l'eau en bouteille et puis on n'en parle plus. Bon, on parle des microplastiques, ou est-ce qu'on parle de Nestlé Waters? Je vous invite à voir les travaux et la mission d'enquête de ma collègue Antoinette Gull, qui a montré que on trouve aussi des pesticides, on trouve du TFA aussi dans Perrier, et que en toute illégalité, ils ont traité finalement leur eau soi-disant pure de la même manière avec du charbon, avec différentes techniques qui sont utilisées dans les usines de production d'eau. Donc effectivement, et il y a tout un tas de solutions vendues, de filtration, etc. Je ne suis pas sûr et certain, je pense qu'il vaudrait mieux dans un souci d'équité, parce qu'il y a des gens qui peuvent défoncer des milliers d'euros en se disant qu'au moins ils auront une eau... Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le vrai problème, c'est l'alimentation et c'est l'air. Alors, ceux qui ont déjà entendu Michael Duranjon parler du céleri, je ne sais plus combien il disait, de dizaines de milliers de fois, c'était plus nocif de manger du céleri traité que de boire, je ne sais pas combien de litres d'eau. Bon, maintenant que ça c'est fait, moi je crois qu'il faut qu'on ait le débat dans l'espace public, c'est indispensable. Et c'est ça le sens de notre manifeste, et c'est ça le sens de notre démarche qui a réussi à fédérer des élus de gauche et de droite. Il faut vraiment qu'on puisse en parler dans tous les conseils municipaux, partout. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'avais lu un article dans Ouest France d'une élue de Sucé-sur-Ève, ou d'un élu plutôt, et qui disait, finalement, je ne m'étais jamais posé la question de cette histoire de l'eau, de la qualité, enfin de combien ça coûte, de qu'est-ce qu'il y a dedans, de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc déjà, si dans chaque conseil municipal du département, à un moment ou un autre, on met ça sur la table, on se dit, sans dramatiser, on dit, voilà, l'heure est quand même grave, et voilà à peu près les éléments, et est-ce que vous soutenez, vous aussi, le fait de dire, demain, il faut qu'on arrête d'utiliser des pesticides pour protéger nos zones de captage. Donc ça me semble important. Et puis important aussi, sans doute, oui, parce que c'est vrai que l'information, elle existe. Hein. Quand vous regardez votre facture d'eau, vous avez généralement, et c'est obligatoire, c'est prévu par la loi, une page entière sur la qualité.
C'est un peu opaque quand même. On va dire, ce qu'on vous dit, c'est que c'est conforme, parce qu'effectivement, c'est conforme, et effectivement, je ne veux pas dire le contraire, c'est conforme aujourd'hui à la norme, au seuil. Voilà, au seuil et à ce qu'on cherche. Et ce qu'on ne mesure, ce qu'on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui, c'est le fameux effet cocktail, c'est-à-dire qu'on regarde chaque molécule une par une. Le seuil qui, lui, ne correspond pas forcément à des préconisations sanitaires, c'est plutôt une histoire de principe de précaution, on va dire un peu une cote mal taillée, parce que d'ailleurs, d'un État membre en Europe à un autre, vous n'avez pas forcément les mêmes niveaux. Et des fois, vous avez des métabolites pertinents qui sont plus pertinents, ou bon, et ça change aussi les choses. Donc, ça suffit peut-être pas, donc peut-être, voilà, c'est aussi notre rôle d'élu, de faire en sorte qu'on donne plus d'informations, plus claires, sur l'eau, mais en tout cas, et faire pression dans les communes, en disant si jamais il y a des communes qui ne s'emparent pas de la question, comment se fait-il que, contrairement à nos voisins de tel endroit, vous ne pensez pas que vous devez à un moment ou à un autre avoir le débat sur l'eau. On a fait une réunion, nous, il n'y a pas très très longtemps, à Nord-sur-Erne, c'était le 7 février dernier. On va organiser d'autres événements, et puis après, les citoyens peuvent aussi s'emparer de la question, et on peut venir, parce que je ne suis pas tout seul, on est assez nombreux dans le groupe, voilà, venir intervenir pour parler, pour expliquer, et pour dire toute notre détermination, mais qu'on a aussi besoin du soutien le plus large possible. Les enfants, c'est l'éducation nationale, donc je vais suggérer à Elisabeth Borne d'inscrire les enjeux environnementaux dans le programme d'éducation nationale. Ils y sont. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les programmes, je pense notamment à l'EVARS, c'est un autre sujet, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est... Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé donc, du monde agricole. Donc aujourd'hui, il y a, au niveau de l'agriculture, donc il y avait eu beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient convertis en bio. Malheureusement, ils sont en train de se déconvertir puisque ils n'avaient pas gagné leur vie avec la production biologique, dans la mesure où ça coûte plus cher de produire en bio que en conventionnel. Et les consommateurs se détournent aujourd'hui des produits bio. Que l'on sait du coup, par rapport à ce que vous avez expliqué, si j'ai bien compris, c'est quand même le premier levier pour garder une bonne qualité de notre eau. Donc il y a des lois, il me semble aussi, qui existent déjà en France, notamment la loi Egalim, qui a eu plusieurs versions. Il me semble qu'on est rendu à la 4e. Et malheureusement, cette loi Egalim n'est jamais appliquée à quelque échelle que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau communal, départemental, national. Donc comment on fait, alors qu'il y a une loi qui existe, qui pourrait du coup bénéficier au développement et au maintien de l'agriculture biologique en France, comment il se fait que l'État a émis une loi qui n'est jamais vérifiée à aucun moment? Si c'était la seule, je dirais. Je sais, mais au moins il y en a une là. Non, mais je vous rejoins. Et justement, le fameux sénateur Dupont, pour revenir à lui, revient très clairement sur un certain nombre de mesures de la loi Egalim. Alors, mais vous avez raison sur la question de l'agriculture bio. Moi, je considère qu'aujourd'hui, évidemment, on aide beaucoup moins et pas assez l'agriculture bio, en tout cas pas à la hauteur de ce que devrait faire, parce que on part toujours de ce principe d'un coût qui serait bien moindre, mais si on regarde le coût global de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire, bon, certes le coût du produit, mais le coût de la dépollution, le coût sanitaire, enfin, et là, je pense qu'on arriverait à une échelle de prix qui aujourd'hui ne se voit pas, mais qui correspond à la réalité. Ce que j'ai oublié et il y a aussi dès aujourd'hui des aides très très importantes qui sont apportées aux agriculteurs conventionnels pour justement sur les aires d'alimentation pour utiliser moins ou plus de produits phyto, et ceux qui ont déjà fait tout le boulot et qui devraient en être récompensés justement parce qu'on fait des économies d'échelle de cette manière-là, vous avez tout à fait raison, ne sont pas assez soutenus. Mais là, il y a une opération ces dernières années, enfin, c'est une attaque en règle contre le bio. Ça, c'est même vu dans la loi d'orientation agricole.
Enfin, nous, on a passé notre temps, quand c'était à l'Assemblée, à défendre dans la formation tout ce qui concernait agriculture biologique, agroécologie. Le ministre Fesneau nous répondait « mais non, mais c'est déjà là, il n'y a pas besoin, etc. » Quand c'est passé au Sénat, ils ont tout dézingué. Ils ont tout enlevé, donc on considère aujourd'hui que dans l'enseignement agricole, pour former les jeunes de demain, on n'a pas besoin de parler d'agroécologie. Enfin, c'est un non-sens absolu, mais c'est pas le fait du hasard. Alors, je ne suis pas complotiste, etc., mais là, on voit bien quand même qu'il y a une ligne, que les lobbies, enfin, notamment agroalimentaires, etc., veulent aller absolument dans une direction et ont tout fait pour décrédibiliser le bio. Alors maintenant, je vais donner un exemple qui prouve que ça marche. Parce que l'évident, quand on dit qu'il faut interdire, on dit pas aux agriculteurs, là, vous n'avez plus qu'à vendre votre ferme et puis aller faire autre chose. Parce que c'est pas le but non plus, ce serait imbécile et contre-productif. Donc déjà, des mesures, il en existe plein aujourd'hui. Il y a des paiements pour services environnementaux, il y a des MAEC, il y a des ORE, on peut faire de l'acquisition foncière, enfin je vous fais pas toute la liste. Il y a déjà des dispositifs, ils sont sous-utilisés, ils sont peut-être pas assez valorisés, mais en tout cas de l'argent, il y en a déjà qui est utilisé. Je vous donne encore un exemple local, Macérac, dans le nord du département, il est question d'avoir un nouveau captage là-bas. Donc pour que les agriculteurs en place, sur à peu près 300 hectares, modifient leurs pratiques, combien on va leur donner à votre avis? Allez-y, on va faire une petite enchère. Pas grand-chose. Je connais Pas grand-chose. longtemps. Non mais ce que je veux dire, c'est que 3 millions d'euros. Oui, mais 3 millions d'euros par rapport à ce que vous avez cité tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'argent qui est mis pour dépolluer l'eau, etc., les mêmes sommes, pour accompagner les collectivités à, du coup, mettre des produits bio dans les menus, et de par ce biais-là, ne serait-ce qu'atteindre la... Le résultat, c'est qu'en 4 ans, ils ont fait chuter l'utilisation des produits phytosanitaires de 77%. Ça, c'est toujours ce que je réponds quand on me dit c'est pas possible, ça peut pas marcher, pas d'interdiction sans solution. Là, nous avons un contrat qui est passé entre un producteur d'eau potable, les agriculteurs qui ont un impact sur la nappe, et tout le monde s'y retrouve, puisque non seulement aujourd'hui ils sont à 17 000 hectares, demain ils veulent passer à 40 000. Donc si c'était un scandale pour l'agriculture, ben ça se saurait. Et je pense que les premiers concernés ne manqueraient pas de le faire savoir. Donc on avance, et la plupart du temps, ça s'est fait par une conversion. Et ça s'est fait avec des filières. Donc vous avez raison, avec le fait de se dire que maintenant, bah, ce qui est produit là, on va le faire en agriculture biologique avec des aides à l'hectare, des aides sur le long terme aussi, et on va faire en sorte que ce soit utilisé dans une échelle avec les collectivités, etc. Donc un petit peu dans le sens de ce que vous dites. Donc il y a des endroits où c'est possible, donc il faut aussi qu'on s'appuie sur ces exemples vertueux pour faire en sorte de convaincre plus largement. Donc moi je voudrais faire un petit résumé des 2 conférences de ce matin. Au niveau agriculture, au niveau climat, il faudrait supprimer les phytosanitaires et les engrais chimiques. Et au niveau de l'eau, il faudrait supprimer les phytosanitaires et les engrais chimiques. Donc c'est le résumé de la matinée. Je ne suis pas concerté, mais je vous laisse la responsabilité de votre conclusion. Merci. Tu nous as recommandé la lecture du rapport des inspections, mais en fait, autant j'entends effectivement la ministre de l'Agriculture prendre des positions particulières, la ministre de la Transition écologique aussi s'exprimer sur la question, mais j'essaye de retrouver la trace d'intervention du ministère de la Santé et j'ai pas l'impression que ça s'exprime. Or, c'est des effets santé, financiers énormes à long terme, et je n'entends pas le ministère de la Santé. Est-ce que je ne suis pas assez attentif? Non, c'est tout à fait vrai. C'est un sujet, je pense que comme tous les sujets très sensibles, d'ailleurs, il y a une fois, j'ai posé une question au gouvernement. Moi, j'interrogeais la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, enfin, qui a un ministère un peu plus large, parce que c'est Yannick Neuder sur la santé, et c'est Annie Genevard qui m'a répondu. Bizarrement.
Non, non, mais c'est vrai que je pense que là, il y a un enjeu, parce que c'est toujours ce lien direct qu'on peut faire entre une exposition et des pathologies. Encore une fois, la liste entre les différents types de cancers, myélome, lymphome, les troubles du neurodéveloppement, on sait que c'est une réalité, mais de là à dire que directement on peut l'imputer justement à tel ou tel... c'est toujours une immense difficulté, mais c'est une réalité. Alors, moi j'avais une question concernant justement la régie. Aujourd'hui, sur le département, les communes rurales sont plutôt organisées autour d'Atlantico, qui pour le coup fait un travail assez remarquable. Étant moi-même délégué territorial d'Atlantico, je peux en parler, j'ai découvert plein de choses sur ce mandat-là. Quelle serait concrètement la différence si on était en régie? Est-ce que vous pouvez expliquer la différence fondamentale que ça peut prendre à l'échelle d'un département Alors, oui, nous, on n'aurait pas intérêt à changer, parce que effectivement, je pense qu'on a vraiment de la chance. Atlantico est souvent cité en référence en France, avec Eau du Bassin Rennais, avec Eau de Paris, dans les syndicats les plus ambitieux. Et puis, ce que les gens, aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est piloté par des élus. Là, toute la gouvernance d'Atlantico, ce sont des élus, et c'est pour ça justement qu'il y a des ambitions, une transparence qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors, moi, ce que j'observe, donc, c'est qu'il faut vraiment avoir les moyens de ces ambitions. Les villes qui sont passées en régie, alors Paris, évidemment, Bordeaux, Lyon, ont aussi tout fait justement pour accompagner ce passage d'une grande ambition et d'aller vers du mieux. Bon, je ne sais pas si c'est le fait du hasard, souvent ce sont des villes qui sont gérées par des écologistes. Bon, ceci mais pas exclusivement, mais parce que je crois que si c'est accompagné d'un projet politique, l'exemple que je vous citais sur Eau de Paris, ça n'aurait jamais été possible. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce passage en régie il y a plusieurs années maintenant. Mais nous, effectivement, en Loire-Atlantique, et en tout cas sur la partie Atlantico, on n'a pas à se plaindre, on a vraiment un rapport à la fois de confiance et une grande qualité. Oui, on a vu ce matin, donc la situation était un peu catastrophique. Moi, je vous en veux un peu les élus, parce que on compte beaucoup sur les députés écologistes pour défendre ces sujets, mais j'ai été obligé de regarder sur Internet, là, je ne connaissais même pas le nom de votre patronne à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire à quel point elle est inaudible, et on n'entend jamais qui la connaît ici. Qui connaît la porte-parole des députés écologistes à l'Assemblée nationale? Personne. La présidente du groupe. La présidente du groupe. Avec une. Je crois qu'il s'appelle. Deux. Donc c'est-à-dire que je pense que vous vous trompez. On entend beaucoup les écologistes discuter sur Sandrine Rousseau et le barbecue avec le député communiste. On entend l'avis de Louis Boyard. On n'entend jamais les responsables écologistes sur les vrais débats de fond. Et c'est peut-être aussi pour ça que rien ne change, parce que qui va porter le débat à part vous? Dans les collectivités, les élus, je peux vous dire, la loi sur l'eau, moi je participe au conseil municipal en tant qu'observateur, mais ils s'en foutent, les élus, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les problèmes d'eau dans les collectivités, des points de captage, alors là, ça passe en fin de réunion de conseil municipal, et